Voilà, test son, c'est bon, Nicolas? Parfait. Bien. Bonsoir à tout le monde. Une porte qui s'ouvre. Ça doit être pour nous. Bonjour madame, je vous en prie. Alors, on va ouvrir la séance du conseil municipal. Tout d'abord, je vais faire l'appel des présents et représentés. Alors, Christian Amat, Fabien André. Pas là Fabien, je crois qu'il est arrivé peut-être un peu en retard, on verra. Bon, pour l'instant, il est absent. Je vais passer. Alain Barbe, présent. Bertrand Bonnard. Présent. Sébastien Bourrin. Corinne Cabane. Faustine Delambre a donné procuration à Bertrand Bonnard, qui est ici présent. Afida El Gadari. Présente. Jacques Ferrer, qui a donné procuration à François Michaud. Présent. Gwenaël Garlavé, qui a donné procuration à Corinne Cabane, qui est présente. Toutes à tous. Émilie Gérard. Présente. Linda Caldi. Présente. Nicolas Morin. Présent. François Michaud. Emmanuel Plat. Absent. Jean-Philippe Roux. Présent. Marc Solaire. Présent. Anne-Isabelle Donadieu. Présent. Et donc Fabien André. Présent. Voilà pour l'appel. Alors, l'ordre du jour. J'ai pas passé Martine. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai mon ordi qui bug. Bugué ce truc, c'est pas vrai. Pourquoi je ne l'ai pas eu dans ma liste? Ah, je l'ai sauté. Ouais. Martine Galine, pardon, qui a donné procuration à Jean-Philippe Roux. Présent, excusez-moi. Je l'ai sauté. Alors, l'ordre du jour, nous avons tout d'abord l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 mai dernier. En point de délibération, nous avons la convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail pour l'année scolaire 2025-2026, une convention d'autorisation de la commune pour les travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public, une délibération concernant la dénomination des voies en lien avec la poste, une décision modificative numéro 1 au budget, et une annulation de délibération par remplacement du fait de la décision modificative numéro 1, réglementation concernant les heures supplémentaires et complémentaires pour les agents de la collectivité, convention de partage de données pour la constitution du plan intercommunal de sauvegarde. Alors voilà les points que nous aurons. Nous avons reçu une question orale et nous donnerons quelques informations. Tout d'abord, je mets à votre approbation le procès-verbal du conseil municipal du 9 avril 2025. Avez-vous des modifications, des corrections apportées à ce compte-rendu? Non, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 2, 4. Vous avez une explication à donner peut-être? Non. Par principe. Parfait. Alors, les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Alors, tout d'abord, la première, ça concerne l'affaissement du réseau pluvial que tout le monde a pu constater devant la mairie de l'autre côté du trottoir, entre la boulangerie notamment et le coiffeur. On a dû intervenir donc un affaissement de réseau et qui a conduit notamment à la réfection du pluvial qui était complètement encombré. Voilà. Donc, il a fallu déboucher, ouvrir la voirie pour un montant de 5 520 €. On a fait également une réalisation de sondage et de tranchées pour caméras, notamment pour la pose des vidéoprotections. Ça, ce sont pour les caméras du cimetière. En fin de peut-être de conseil, tu me feras un petit point sur l'évolution du dossier des vidéoprotections. La CESMEL avec la création du réseau pour là aussi caméras sur la Rérette et les Romanières.
Ensuite, des paires d'enceintes, notamment pour l'école, pour alimenter les TBI. Les TBI, c'est les tableaux numériques qui sont placés dans les écoles et qui nécessitaient des amplificateurs d'enceintes parce que les enfants qui sont tout au fond de la classe n'entendaient pas suffisamment bien. Donc, on a été de renforcer un petit peu l'écoute. Donc, il y a eu des enceintes donc, qui ont été achetées pour un montant de 3 823 euros. Une attribution de marché de travaux et d'entretien de voiries, notamment sur de l'enrobé, diverses réparations et aménagements des voiries et espaces publics. Donc c'est un marché qui a été pour 1 an renouvelable 3 ans, donc soit pour 4 ans, avec des actes d'engagement et des OS de démarrage là, en 2025, pour un montant maximum annuel de 500 000 euros avec la société TP Sonerne. Attribution du marché PLU qui a été attribué à la société Urban Project pour un montant de 68 928 euros. Je rappelle que cette procédure va durer certainement à minima entre 2 ans et demi, 3 ans, si ce n'est pas 3 ans et demi, et si ce n'est pas davantage. Ça reste des procédures assez longues, donc il faut comprendre que cette somme sera étalée, bien évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de la procédure et de la démarche de révision du PLU. Après, on a fait des demandes de subventions, notamment des demandes de subventions dans le cadre de l'aide à la production de logements abordables communaux, une opération qui est portée par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et qui concerne l'opération de la transformation de l'ancienne trésorerie en logements et en locaux commerciaux. La même demande a été faite auprès du Fonds vert, qui sont des subventions d'État, et qui sont des nouvelles subventions qui sont accordées dans le cadre des mairies sur des programmes de maires bâtisseurs. Ce sont toutes les constructions, réaménagement d'anciens locaux, réhabilitation du patrimoine communal, on va dire, qui va vers du logement, puisque c'est pas, ou du commerce. Et ensuite, une autre demande qui a été faite cette fois-ci à la région, concernant là aussi une demande de subvention, tout simplement sur l'aide à l'accompagnement au logement communal et intercommunal à vocation sociale. C'est ce que nous avons demandé à la région. Donc nous avons demandé 20 000 à l'intercommunalité, 10 000 comme fonds vert à l'État et 24 000 à la région. Cela vient compléter les demandes de subvention que nous avions déjà préalablement faites sur cette opération, puisque nous avons demandé donc du fonds vert à l'État, mais le fonds vert dans le cadre, pas sur ce programme de maire bâtisseur qui vient s'ajouter. Donc c'est le programme fonds vert qui est porté aujourd'hui par l'État. Le conseil départemental à qui on a demandé une subvention de l'ordre de 80 000 euros. J'espère que le département de l'Hérault va retrouver rapidement des moyens financiers pour nous accompagner. Et puis nous avons demandé à la communauté de communes le fonds de concours qui nous est versé chaque année, vous savez, à la sollicitation de la commune pour 30 000 euros. Et donc la région, comme je viens de vous le dire, pour 24 000 euros, ce qui fait une demande totale de subvention de 215 363 euros pour être assez précis, sachant que bien évidemment les subventions, on pourra les comptabiliser que lorsqu'elles seront notifiées. Et là, ce n'est qu'un projet. Un projet de demande de subvention avec notamment donc la part communale qui serait donc évaluée à peu près à entre 230 à 250 000 euros sur l'opération de transformation de l'ancienne trésorerie. Voilà. On a évalué que sur ce projet, l'amortissement global de l'investissement et de la part communale serait d'environ pour entre 7, 8, voire 10 ans maximum. Voilà. Tout ça, bien évidemment, sera modulé en fonction des subventions que nous aurons réellement obtenues. Ensuite, dans les décisions du maire, je n'ai pas de concession de cimetière. Par contre, des dossiers d'urbanisme, nous avons donc au 21 juillet 2025 11 permis de construire, 30 déclarations préalables, 3 permis modificatifs, 14 déclarations d'intention d'aliéner et 47 certificats d'urbanisme. En ce qui concerne les décisions d'intention d'aliéner, donc nous en avons eu 3 qui nous ont été présentées sur lesquelles nous n'avons pas utilisé notre droit de préemption. Une parcelle 188 rue des Cévennes, 9 rue Alicante et 125 chemin des Péréroles. Ce sont la plupart des maisons ou des terrains pour lesquels la mairie n'a pas fait valoir son droit de préemption.
L'état civil 2025 sera fait. Ah, si, il a été fait, pardon, je crois qu'il n'avait pas été fait. Il a été fait. Donc, au 21 juillet, 3 naissances, 13 décès, un mariage. Il faudrait augmenter nos taux de naissance. Ben, en fait, on suit le cours, malheureusement, de ce qu'on constate à l'échelle nationale. Voilà pour la présentation donc, des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Avez-vous des questions? Oui. Concernant donc, le marché TP Sonherbe à 500 000 €, Oui. les interventions, affaissement réseau, réalisation de sondages, création de réseaux, s'inscrivent-ils dans le cadre de ce marché? C'est tout travaux. Ou s'agit-il de Tous travaux qui concernent la voirie de dessus à dessous, hein, en gros, puisque généralement pour aller voir ce qu'il y a dessous, il faut ouvrir les tranchées. Donc ça concerne en effet des réparations de voirie, mais ça peut être bien évidemment aussi des créations de voirie. Hein. C'est principalement pour ça qu'on prend ce marché. Hein. Voilà. S'il y a des réparations, on peut utiliser aussi, mais c'est plutôt pour des créations. Par contre, l'eau, l'électricité, tous les réseaux souterrains, ça concerne les différents concessionnaires. Donc la communauté de communes, notamment pour l'assainissement, l'électricité, la coopérative d'électricité, etc. etc. Hein, le téléphone, télécom. Quelles sont les autres entreprises qui ont répondu à ce marché? En fait, c'est un marché public à bon de commande. Tout à fait, c'est un marché à bon de commande qu'on appelle. Voilà. Christian, si tu as le truc des... Tu l'as lu là devant. Voilà. Alors, je vais vous répondre puisque j'ai l'analyse des offres. Donc, il y a 3 entreprises qui avaient répondu avec une valeur technique de 60% et un prix de 40%. Oh, si, mais on me pose la question, moi ça ne me dérange pas de le dire. Oui, mais moi ça ne me dérange pas de dire. Hein. Et il y a 3 entreprises qui ont répondu. Ouais, 3 entreprises. Voilà, bah, si c'est ça la question, après le nom des entreprises, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Il y a 3 entreprises qui ont répondu et les offres ont été analysées et donc c'est l'entreprise. Et après analyse, c'est Braja qui a. L'entreprise Braja. L'entreprise Braja, le groupe Braja qui a eu le marché. Ah, j'étais gentil. Oui. C'est bon? Oui, merci. Ok. Ouais. C'était gentil. Oui, donc du coup, quels sont les travaux de voirie prévus sur les Mattel en 2025? En 2022? En 2025? Bah, pour l'instant, on fait les travaux, notamment il y a le chemin des morts qui doit être fait, on l'avait annoncé. Il y a notamment le travaux que vous venez de voir, là, notamment sur le boulodrome, qui vont rentrer dans cette opération. Pour 2025, ça sera déjà pas mal. Hein, et le trottoir, pardon, oui, le trottoir qui, en arrivant de Saint-Gilles-du-Fest, le petit bout de trottoir là, qui vient rejoindre, qui est de l'autre côté de la direction de l'eau de l'assainissement, de l'eau du Pic. Pas celui-là, mais le trottoir d'en face, voilà, qui va être refait. Ouais. Je continue sur un autre sujet. Une question sur l'attribution du marché PLU à Urban Project. Donc après l'étude urbaine qui a coûté 52 000 €, qui a été faite il y a un moment maintenant, quelle est la mission précise confiée à Urban Project? C'est-à-dire une révision de PLU. Vous tapez ça sur Internet, vous aurez toute l'information. La révision du PLU, ça n'a rien à voir avec l'étude urbaine. L'étude urbaine est une étude préparatoire pour tout simplement préparer la stratégie de la commune et ça ne se pose que sur un secteur ou que sur une partie des parties de la commune. Le PLU, c'est une démarche d'urbanisme. C'est un document, c'est le document qui va servir de support ensuite pour réglementer et gérer l'ensemble de la commune sur toutes les attributions, permis, tous les documents d'urbanisme vont être passés à la maille du PLU. Donc le PLU, il existe au Mattel, hein. Il y a déjà un PLU. J'ai bien compris. C'est une révision de ce PLU. Donc c'est tout simplement pour fixer la réglementation. Et également, on peut y inclure dedans des opérations d'aménagement. Mais voilà le but et les objectifs d'un PLU. C'est très réglementaire, hein, très juridique. Hein. Ah oui, j'entends bien. Est-ce que le cabinet sera présent aux réunions
en commission? Alors, vous serez informé quand les premières réunions vont se tenir. Vous serez invité, bien évidemment, aussi à désigner un élu de l'opposition pour venir assister à cette démarche de révision de PLU. Il y aura bien évidemment le cabinet, des personnes associées, différentes personnes associées, du département, et ça peut être plein de personnes qui vont être associées, il y a toute une liste. Donc c'est une démarche très participative, et très transparente. Réunion publique aussi? Réunion publique, bien sûr. Il y a un calendrier des réunions publiques qui est prévu, tout est prévu. Donc, tout ça, ce sera pour la rentrée, on donnera tout ça. Ok. On a entendu dire qu'il y avait une réflexion autour du plan local d'urbanisme intercommunal. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Eh bien écoutez, je ne sais pas qui véhicule ce type d'information. Moi, en tant que président de l'intercommunalité, en tout cas, je ne porte aucun projet de PLUI sur le territoire. D'accord. Merci. Bruit de couloir. Ouais, ça souffle beaucoup en ce moment, il y a des rafales de vent. Encore, bon, une question supplémentaire sur le sujet, la subvention dans le cadre de l'aide à la production de logements abordables et aide au logement communal et intercommunal à vocation sociale. S'agit-il déjà des logements, donc vous avez dit prévus au bâtiment de l'ancienne perception? Vous avez parlé de logements ou de locaux commerciaux? Il y a 2 logements et 3 locaux commerciaux. Voilà, ça concerne les locaux, bien évidemment, les habitations. Voilà. Vous l'avez remarqué, le terme vocation sociale, ce n'est pas des logements sociaux, ce n'est pas un logement social à part entière, puisqu'ils ne sont pas portés par un bailleur social. Voilà, d'accord. Voilà, il n'y a pas de bailleur social derrière. Ok. Voilà. C'est une opération qui est juste sociale dans le cadre d'un loyer qui sera plafonné. Voilà, que nous avons souhaité. Et pour obtenir les aides que nous sollicitons, bien évidemment, il faut plafonner les loyers, sinon on ne les a pas. Voilà. Mais si on veut rendre ces loyers abordables pour des familles pour répondre aux besoins des familles aujourd'hui sur les Mattel, il faut plafonner les loyers, sinon c'est pas possible, hein, les gens ne restent pas. La commune? C'est porté en régie par la commune du coup? Non, on a une maîtrise, il y a eu un marché, il y a une maîtrise d'œuvre, il y a une architecte qui coordonne l'ensemble de cette opération. Voilà, et qui a d'ailleurs lancé l'appel d'offres. L'appel d'offres est en cours. Je vous en prie. Voilà, je demande donc de prendre acte donc, de la communication qui vient d'être faite. Le premier point concerne donc la convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail. Bon, c'est quelque chose qu'on présente chaque année. Ça permet tout simplement dans nos écoles, je dirais, d'avoir cette assistance pour l'informatique, l'informatique à l'école, avec notamment la fourniture de données à caractère personnel, un cadre de gouvernance, du pilotage. Enfin bon, c'est l'ENT qui pilote ça. Ça nécessite une contribution de signer bien évidemment une convention. Et également une contribution de notre commune. Bon, ce n'est pas une grosse contribution, puisque on inscrit les 2 écoles, l'école maternelle et l'école primaire. Et donc pour l'année scolaire, on nous demande donc un montant de 40 € par école. Donc c'est 80 €, je dirais, pour avoir cette convention de partenariat. Et ça permet bien évidemment aux enseignants après de pouvoir solliciter cette plateforme pour tous les besoins du numérique de l'école. Avez-vous des questions sur ce point? Donc, je propose donc de mettre à votre délibération donc, la signature de la convention et de m'autoriser bien évidemment à la participation financière de 80 € pour les 2 écoles. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Convention d'autorisation de la commune pour les travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Christian, je te laisse la main. Alors, pour continuer le fameux plan d'investissement pluriannuel de l'éclairage public à maîtrise d'ouvrage de Héro Énergie, dont l'année dernière, en 2024, il avait été remplacé 44 ampoules des rétrofits et 34 lanternes. Cette année, nous allons changer 91 lampes. Donc ce sera sur l'armoire Coste-Palade, remplacement de 11 lanternes vétustes. Armoire du Courrèges, remplacement de 21 lanternes vétustes.
l'armoire des Perreros, remplacement de 27 lanternes vétustes, et l'armoire du Moulin, remplacement de 32 lanternes vétustes. Voilà, donc 91 lanternes qui vont être changées. Alors, cette année, les fonds verts sur cet investissement ont été rabotés à peu près de 50%. Donc nous aurons une part communale de 4 000 € sur à peu près 60 000 €. L'année dernière, je vous rappelle qu'on n'avait rien payé sur ces premiers travaux. Et là, il se pourrait que l'année prochaine, ça soit encore un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas fini, hein. Il y a 530 points lumineux. Hein. Donc, on en a déjà 249 à LED. Il va falloir continuer, mais bon, après, il va falloir qu'on nous aide aussi. Donc, espérons qu'on continue de bénéficier de ces programmes, parce que sans ces programmes-là, le remplacement de toutes les ampoules en LED, vous l'avez compris, ça coûte très cher. Hein. Alors on finit par faire des économies, puisqu'on a quand même des économies à faire. Hein. C'est l'éclairage public, l'air de rien, ça coûte cher. La réduction de l'éclairage public, notamment à partir de minuit, nous a fait certainement quelques économies. Mais pour autant, la véritable économie, ça sera en effet le passage en LED. Hein. L'économie, elle est là. Hein. Il faut 30-40% d'économie sur une plage horaire de 6 heures. Après, il y a 3 postes qui sont importants hein, sur la commune et qui reviennent cher. Donc, c'est l'éclairage public. Et après, c'est l'école primaire et le foyer. Voilà, donc voilà pour les attendus, je dirais, de cette délibération, sachant que donc je rappelle ici les missions d'Héro Énergie qui portent sur les éléments donc, de maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public, la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront réalisés, la sélection des prestataires, passation des marchés de travaux, suivi et contrôle de l'activité des prestataires et gestion des contentieux, gestion administrative et comptable de l'opération, paiement des marchés de travaux et la réception des ouvrages. Avez-vous des questions sur ce point? Pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, merci. Point suivant, dénomination des voies communales. Alors ça, dossier... alors, on est contraint, c'est une décision nationale, hein, c'est tout simplement pour permettre aux facteurs c'est pas que le facteur, mais sécurité, facteur, pour tous les gens qui interviennent chez vous, principalement aussi les urgences, hein, quand vous donnez une adresse et qu'elle n'est pas très compréhensible, et souvent ne l'est pas, au lieu de venir en 10 minutes, eh bien, on arrive au bout d'une demi-heure, ça peut être ennuyeux. Bon. Donc, toutes les communes ont cette obligation donc, de revoir la dénomination de leur voie. Donc le travail a été fait, c'est la loi Matras hein, qui a fixé donc, les règles de ce travail. Faciliter le travail des livreurs, des visiteurs, voilà. Bon, ça c'est l'objectif. Alors, tout a été passé au peigne fin concernant notre commune. Bon, il y a des petites choses quand même à rectifier, notamment à améliorer. Alors, les lotissements notamment, qui souvent, il y a juste le nom. Le moulin. Bon, le moulin, mais bon, pour quelqu'un qui arrive de nulle part, ici, le moulin, c'est quoi le moulin? C'est où? Bon, donc il faut maintenant expliquer que ça sera l'impasse du moulin. Les Moulières 2 seront l'impasse des Moulières, puisque tous les autres chemins des Moulières ne sont pas en impasse, c'est le seul. Les Romanières, ce sera l'impasse des Romanières. Les Romarins, c'est l'impasse des Romarins. L'Olivette sera la place de l'Olivette. Les Airs, impasse des Airs. L'Aspic, place de l'Aspic. L'Orée-du-Bois sera l'impasse de l'Orée-du-Bois, puisque c'était l'impasse. Le Pérou, c'est la même chose. La Matte, place de la Matte. Les Santolines, place des Santolines. Pioche-Herbeau, impasse du Pioche-Herbeau. Parc Voitou, Square Voitou. Et puis le lotissement des Barris, qui s'appellera la place des Barris. Voilà, donc ça c'est pour les lotissements, voilà, donc il n'y a pas grand-chose, je dirais, à dire sur ce point. Ensuite, concernant les rues. Alors, le moulin de la Fousse, que peut-être tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui est tout au bout de la commune, juste avant sa sortie vers la source du Lez. Alors, ce sera le chemin du moulin de la Fousse, la station de d'épuration, qui en fait n'a pas d'adresse propre, ce sera chemin du Pioche-Polou. Rampe de la Palissade, rue de la Rampe de la Palissade, le Rouquayrol, allée du Rouquayrol, Pioche-le-Lirou, chemin du Pioche de Lirou, chemin
oui, c'était un chemin qui parle. Voilà, ça sera l'impasse du Pioche du Liraud. Voilà pour cette partie-là, rue et chemin. Et puis ensuite, sont concernés aussi les lieux-dits. Alors, il sera ajouté au lieu-dit la route concernée, donc notamment Galabert, route de Ganges, la Baraque, route de Ganges, le Relais des Chênes, route de Ganges, le Réganel, route de Saint-Gély, Pioche-Icard, route des Cévennes, Mas de la Plaine, route des Sources du Lez, et Notre-Dame-des-Champs, route de Saint-Mathieu de Tréviez. Alors avec tout ça, normalement, on ne devrait plus se perdre, sachant que ça, c'est qu'une partie. Donc on va déjà délibérer sur cette partie-là, parce que bon, il ne faut pas tarder, ça c'est déjà bouclé. Il restera encore quelques voies par-ci, par-là à traiter. On y reviendra certainement dans une délibération prochaine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre acte de ces changements et donc de pouvoir compléter les autres voies qui seront traitées dans un second temps. Avez-vous des questions? Question. Ouais. Combien de foyers sont concernés en fait par ce premier volet de changement en gros Beaucoup. Mais encore. Je n'ai pas le nombre. Je n'ai pas le nombre, mais forcément, toutes les personnes qui ont un changement dans leur truc, donc c'est des quartiers entiers. Hein. Oui. Moi, je l'ai pas, non, j'ai pas compté. Hein, je vous avoue. Bon, ce travail, c'est pas nous qui l'avons fait. On l'a coordonné, on a assisté, mais ça a été géré par un chargé de mission qui a fait le travail. Hein, donc, j'ai pas pris toutes les informations ce soir sur le nombre. On pourra vous le donner. Hein. Mais à mon avis, oui, forcément, pas mal de monde. Hein. Est-ce que vous prévoyez un accompagnement de communication autour de tout ça auprès des gens concernés, justement, c'est-à-dire, puisque ces gens-là vont avoir des démarches administratives nombreuses, hein, puisque c'est... Ils vont avoir... Alors, ça concerne surtout pour les... Alors, je me suis renseigné parce que, c'est vrai que je vous ai commencé à vous dire que ça concernerait la Poste. Bon, la Poste, c'est une chose, mais c'est pas l'essentiel de la démarche. L'essentiel de la démarche, c'est plutôt tout ce qui est livreur, tout ce qui est intervention d'urgence. C'est ça le principal. Donc, la modification des adresses, il va appartenir à chacun de changer. Mais il va falloir aussi s'intéresser à tous les panneaux. Parce que nous, on a tous les panneaux de rue. Et moi, je n'ai pas prévu de changer les panneaux de rue maintenant, quoi. Hein, donc ça, il faudra faire un marché avec tous les changements de panneaux. Ça va nous prendre du temps. Donc ça, on valide, je dirais, le changement des rues telles que proposées dans le cadre de l'étude qui a été portée. Mais pour autant, nous, derrière, il y a tout un travail à faire avec des inscriptions budgétaires et de l'information à faire à nos citoyens. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On n'est pas là. Pour que je comprenne bien, le chargé de mission, il fait son métier en amont, mais après la communication, c'est la mairie qui va informer les gens. Ah ouais, non, on va nous laisser avec le cadeau. C'est ça. Et vous prévoyez quoi, des courriers dans les boîtes aux lettres on va voir comment on s'organise maintenant, on va voir. Hein. Ouais, mais ça va donner du travail, c'est un gros travail d'administration. Hein. Voilà. Hein. Voilà, il va falloir faire des listes par truc et puis informer. Ouais, non, ça va pas forcément être simple. Hein. Et l'échéance, c'est quoi? On n'a pas la loi demandait à ce que ce travail soit fait. Donc voilà, et c'était normalement, tout le monde a dépassé la date. C'était prévu pour fin 2024, personne n'a pu tenir. Hein. Les chargés de mission, il n'y en avait pas assez. Donc tout le monde était un petit peu à la course. Hein. Pensez bien, nous c'est petit. Hein. Vous imaginez dans des grandes villes, s'ils ont ce type de travail à faire, prendre un certain temps. Hein. Changer tous les panneaux de rue. Ça peut être aussi, hein, parce que l'air de rien. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Donc je mets au vote pour m'autoriser à réattribuer l'ensemble de ces rues, lotissements et lieux-dits. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2. 4, pardon. Sachant que je rappelle qu'ici, à l'Assemblée, c'est la loi. Hein. Mais bon, vous pouvez vous opposer à la loi, hein, vous avez le droit. Hein. C'est une manière de se... Oui, c'est une manière de ne pas prendre position. Bon, vous êtes élu pour prendre des positions, vous n'êtes pas élu pour vous abstenir. Enfin, bon, faites comme vous voulez. C'est pas grave, je prends note, c'est noté. Je passe au point suivant. Décision budgétaire modificative numéro 1. Tu veux la présenter ou je la présente? Alors, lors du précédent conseil, une première affectation des résultats a été votée, comme vous le savez, c'est la procédure. Après un réexamen des données en lien avec les nouvelles obligations du
CFU. Comme vous le savez, on est passé maintenant au compte financier unique. Compte financier unique qui a remplacé donc le compte administratif et le compte de gestion, puisque maintenant tout est regroupé dans un seul et unique compte qu'on appelle le compte financier unique. Il a été constaté à cette occasion qu'une reprise partielle des restes à réaliser a faussé le solde d'investissement. Cela a entraîné notamment un écart comptable qui doit être corrigé. Donc ça nous a été signalé bien évidemment par la trésorerie. Ce qui change, le résultat d'investissement calculé à moins 210 143,29 €, l'affectation au compte 1068 confirmée à 858 454 €, et donc un résultat de fonctionnement inchangé à 547 084,55 €. Pour régulariser cet écart, donc une décision modificative visant à ajuster les crédits en section d'investissement, notamment par une diminution de la ligne 2135 installation générale. Régularisation comptable sur un emprunt. Nous avons également identifié une erreur ancienne liée à un emprunt de 2017, mal affecté à l'époque. Il s'agit d'un jeu d'écriture sans impact financier, mais qui est nécessaire de corriger pour assurer la cohérence des comptes. Conclusion, ces ajustements sont purement techniques, sans incidence réelle sur nos finances. Ils témoignent de notre volonté de transparence et de rigueur dans l'application des nouvelles règles du CFU. Cette régularisation permet de sécuriser nos comptes et de garantir une parfaite concordance entre notre budget et la comptabilité du comptable public. Voilà pour la présentation du point. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je mets au vote ce premier point. Est-ce qu'il y a des votes contre? 4. Ensuite, dans la foulée, nous sommes donc dans l'annulation et le remplacement de la délibération 2025-04-09-02, qui est la reprise définitive des résultats de l'exercice 2024, puisque du fait c'est changé de par la correction du CFU. Donc le solde d'exécution, moins 210 143,29. Le reste à réaliser, 85 436,61 en dépenses et 233 561,32 en recettes, avec un résultat cumulé de 649,010. Cette présentation permet notamment, comme précédemment, d'avoir une lecture conforme de notre SCFU et de pouvoir donc affecter cette nouvelle affectation du résultat. Des questions? Des votes contre? 4. Pas d'abstention? C'est voté, merci. Réglementation des heures supplémentaires et complémentaires. La délibération donc vise à définir la gestion des heures complémentaires et supplémentaires au sein de la commune. Les heures supplémentaires sont en priorité récupérées, sauf pour les cas énumérés qui ouvrent droit donc à des indemnisations, notamment pour les urgences absolues ou situations de crise, pour les périodes électorales, pour la rémunération des astreintes et des décisions administratives ou de service. Donc, ce sont les 4 points pour lesquels les réglementations des heures supplémentaires et complémentaires doivent être revues. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires donc, sont 25% de la 36e à la 49e heure pour un total de 14 heures supplémentaires, 50% pour les heures effectuées au-delà de la 49e heure, 100% pour les heures de nuit habituellement définies comme celles effectuées entre 21h et 6h, 66% pour les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés. Les repos compensateurs supplémentaires récupérés sont majorés dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires rémunérées. Et pour les modalités spécifiques pour le temps partiel, les agents à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les agents à temps complet en matière de rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, mais avec des conditions adaptées au prorata de leur temps de travail. Pareil logique. Contrôle des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif validé par le chef de service. Voilà pour ce point concernant la gestion des heures supplémentaires pour les agents de la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 4. Alors, les conventions de partage des données pour la constitution du PIX. Alors, le PIX, c'est le plan intercommunal de sauvegarde. Le plan intercommunal de sauvegarde n'a pas vocation à suppléer les plans communaux de sauvegarde. Je rappelle bien ici que les plans communaux de sauvegarde sont bien sous la responsabilité et la gestion unique de la commune et sous la responsabilité du maire. Donc, il ne s'agit pas là de se remplacer ces plans communaux de sauvegarde par un plan intercommunal de sauvegarde. Le plan intercommunal de sauvegarde intervient uniquement
dans la coordination, la mise à disposition du matériel, la connaissance de tout ce qui peut exister sur notre territoire du Grand Pic Saint-Loup, avec une cartographie notamment qui va permettre de dire demain il y a un incident majeur sur notre commune d'Eymatel, on a besoin de trouver dans l'immédiat un camion, un groupe électrogène, du matériel divers. On pourra le localiser grâce au système d'information géographique de la commune, qui va pouvoir voir que dans la périphérie de là où nous sommes, qu'à Saint-Gély, il y a un groupe électrogène disponible, qu'au Triadou, on peut avoir un camion de benne, qu'on peut avoir, etc. etc. Donc c'est de l'apport notamment de matériel, et c'est également pour faciliter la coordination des interventions qui peuvent se faire, puisque la communauté de communes en soi, elle a aussi des moyens qu'elle peut mettre aussi à disposition des communes en cas de sinistre, en cas de problématiques diverses. Voilà. Donc ça ne vient pas remplacer le plan communal de sauvegarde, c'est quelque chose qui vient en plus. On est une des premières communes de France à mettre en place ce dispositif. D'ailleurs, j'ai eu le grand honneur de le présenter au Salon des maires à Paris cette année. Et visiblement, ça fait son chemin, puisqu'il y a d'autres intercommunalités qui commencent à s'y intéresser de très près. Voilà. Donc, il faut tout simplement accepter de communiquer, je dirais, l'ensemble de nos matériels. Le recensement a déjà été fait d'ailleurs, hein, tout a été validé, hein, n'est-ce pas, Sébastien et Christian. Et donc maintenant, voilà, il s'agit d'accepter ce principe du PIX et de m'autoriser à signer la convention avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Voilà pour les explications, et j'attends vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions. Est-ce que pas de questions? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. On avance. Et ben voilà. Moi j'ai fini mon ordre du jour. Question orale. Lors du conseil municipal du 14 avril 2023, nous vous avions interrogé sur l'utilisation de l'eau de la fontaine située au plan du puits. Vous avez reconnu que la clé d'accès circulait librement et vous vous étiez engagé à réfléchir à une manière de limiter l'accès à cette ressource. Suite à une panne, la pompe a été récemment remplacée par la commune. Pour rappel, cette fontaine comporte 2 accès, dont un point de puisage destiné au gros volume, utilisé notamment par les agriculteurs et pour l'abreuvement des animaux. Dans ce contexte, les questions concernant l'accès à ce point de puisage pour gros volume sont les suivantes. Des mesures de contrôle ont-elles été mises en place? Existe-t-il aujourd'hui un dispositif d'accès encadré, comme des clés, autorisations nominatives? Cet accès est-il réservé aux seuls habitants et exploitants agricoles de la commune? Quelles sont les modalités et les règles précises pour pouvoir en bénéficier? Merci. Alors, je vais faire une réponse un peu plus large que le simple, je dirais, gestion du puits, hein, qui reste un point d'eau qui fait partie du patrimoine communal et qui fait partie aussi du patrimoine commun de la nation. Il faut rappeler que l'eau est un bien que tout le monde doit pouvoir disposer. Cela s'entend qu'aujourd'hui, lorsqu'on en a parlé en 2023, nous étions dans une période de crise, ça ne vous a pas échappé, et qu'on était dans une période de restriction d'eau. Dans une période de restriction d'eau, l'eau, elle est autorisée pour personne. Donc on aurait en effet pu avoir un arrêté préfectoral pour rendre l'accès à la fontaine inaccessible. C'est préfectoral. Hein. C'est préfectoral. Je ne peux pas, moi, décider comme ça de supprimer de l'accès à l'eau lorsqu'elle existe. Un puits, une fontaine, d'aller prendre même de l'eau dans un lac, dans une retenue collinaire, n'est pas interdit. Et le maire n'a pas d'autorité particulière à le faire, à part si elle est en effet sous l'emprise d'une réglementation particulière, et notamment en mesure de restriction ou de pollution, ou de risque particulier, bien évidemment, pour la population. Je voulais dire ça en introduction, parce que c'est important. Concernant les utilisateurs, nous avons en effet diagnostiqué des choses. Ce sont quasiment que des éleveurs, il y en a très peu sur la commune, des éleveurs, des propriétaires d'animaux, principalement ce sont des chevaux. Il n'y a pratiquement pas d'autres utilisateurs que cela.
et quelques jardins familiaux ou jardins pour lesquels les gens viennent chercher une petite tonne d'eau. Ça ne nécessite pas, dans ce temps qui est le temps d'aujourd'hui, une réglementation plus particulière que celle à laquelle nous sommes contraints aujourd'hui. Les utilisateurs sont divers. Il y en a certainement qui viennent et qui ne sont pas forcément des matels et qui viennent prendre un peu d'eau. Pour l'instant, on n'est pas dans des sujets, je dirais, critiques, et ça ne mérite pas, en tous les cas, un travail plus approfondi pour l'instant, sachant que ça nécessite un travail très important que de recenser toutes les personnes, parce que la seule solution qu'on va avoir, c'est de la fermer. La fermer et d'avoir tous ces gens qui vont se pointer là, hein, en venant chercher de l'eau et qu'il n'y aura plus d'eau, je vous garantis que ça va mettre un sacré bazar et une sacrée pagaille. Moi, c'est pas le but. On a travaillé en 2023, on s'est intéressé en effet à la problématique par rapport au sujet de la restriction qu'il y avait sur l'usage de l'eau. Depuis que je suis ici au Matel, et pour certains d'entre vous qui sont depuis longtemps, on a toujours vu l'eau couler à la fontaine. Et que je sache, il n'y en a jamais manqué. Donc, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de sujet particulier. Par contre, puisque vous me posez la question, Mme Cabane, vous étiez conseillère municipale, me semble-t-il, au mandat précédent, et notamment en charge des questions d'environnement, mais je ne vous ai jamais entendu sur ce sujet. Pourquoi aujourd'hui vous me questionnez sur ce point? Il s'agit d'une demande de Mathelois, tout simplement. On rapporte les demandes, les questions en conseil municipal des Mathelois qui n'ont pas eu vraisemblablement la réponse. Eh bien, je vais vous répondre. Donc vous répondez pour les Mathelois. Et je vais vous répondre. Votre réponse, pour moi, elle est totalement insatisfaisante. Totalement. Parce que les Mathelois, s'ils ont un problème ou s'ils ont des questions à poser, la mairie est ouverte. Ici, on a une permanence permanente et on a un site sur lequel on peut déposer des questions et on peut y répondre. Et que je le sache, nous refusons de répondre à personne. Donc, je le dis ici, en séance publique du conseil municipal, les questions doivent être posées au conseil municipal et notamment au maire. Voilà. Je suis là pour ça, nous sommes là pour ça, et nous sommes là pour y répondre. Voilà. Parce que c'est souvent les réponses que vous me faites. Ce sont des Mathelois qui nous ont demandé. Et les Mathelois, il n'y a pas de mairie ici, il n'y en a qu'une. D'accord? Il n'y a qu'une seule mairie. Et la mairie, c'est ici. Et c'est moi aujourd'hui qui la représente. Donc s'il y a des questions des administrés, vous êtes bien gentil de venir me les poser directement. Et pas en séance du conseil municipal. J'espère qu'un jour, il n'y aura pas un sujet plus important que ce qui peut l'être et qui mettrait des gens en situation de danger. Oui, oui. Non, mais je ne vous demande pas de répondre, Madame Cabana. Non, non. Je m'adresse à vous parce que c'est vous qui posez la question orale, c'est pas moi. Hein. Et je ne vous demande pas de me répondre. Voilà. Allez-y, hein. Allez-y. Il y a quelques jours, je vous ai envoyé un mail pour ne pas le débattre en conseil municipal et à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. De quel mail s'agit-il? Concernant quoi? Je vous renverrai le mail si vous ne l'avez pas reçu. Ben non, dites-le. Pourquoi vous dites pas? Non, parce que ça ne se fait pas en conseil municipal et ce n'est pas à l'ordre du jour. Ah. Mais juste pour vous répondre, oui. effectivement, ça m'arrive aussi de vous envoyer des mails mais les réponses, pour avoir une réponse en dehors du conseil municipal. Voilà. Oui, très bien. Mais je parlais aux administrés. Hein. Je m'adresse aux administrés aussi. Les administrés peuvent s'adresser directement à nous. Voilà. Après, si vous n'avez pas encore eu la réponse, sachez qu'on est quand même au mois de juillet et que les réponses, forcément, sont un petit peu plus longues qu'en temps normal. Hein. Comme tout à chacun, on est quand même aussi une petite période de congé pour les agents. En question d'informations diverses. Je vous remercie pour la question orale d'avoir répondu. Ah ouais, c'est normal. Alors, en informations diverses, vous informez en effet de l'arrivée de notre nouveau directeur général des services qui sera là donc avec nous normalement à côté du 11 août. Vous dire que les travaux de la place du boulodrome dit du marché ont été terminés. Que nous allons avoir la fête votive du 13 au 17 août et que donc nous allons nous mettre en quête de préparer cette fête pour qu'elle soit, comme à chaque année, une belle fête. Vous dire aussi que la finalisation des travaux de l'école primaire, notamment des locaux qui ont été incendiés à la soirée d'Halloween, le garage
et la toiture de la bibliothèque vont être refaites, sont en cours de travaux et seront terminées le 31 juillet. Pas le 31 septembre, non, le 31 juillet. Non, mais quand on ne sait pas, il ne faut pas dire. Et ensuite, oui, je dis ça parce qu'il y a eu de la communication qui a été faite sur ce point et qui malheureusement donne une date erronée en disant que malheureusement on ne pourra pas bénéficier encore de la bibliothèque à l'école à la rentrée de septembre. Avant de communiquer, aller chercher les informations et les bonnes. Ça évite de donner des informations qui sont erronées aux citoyens mathelloises et mathellois. Et puis enfin, je vais terminer par les caméras, mon cher Nicolas, si tu peux nous faire un état des lieux de ce dossier. Est-ce que je le fais de la base? Tu on peux, reprend tout de la base? là, Très bien, on vas-y. reprend tout de la base. Allez, ça marche. Bon, on a le temps? Oui, bon, ça va. Donc effectivement, ce dossier de mise en place des caméras sur les 6 entrées déterminées de notre commune, à savoir route de Saint-Gély, au niveau de la médiathèque, ancien chemin du Moulin à la sortie du village, toujours pareil, en sortie de village, la route de Saint-Mathieu, la route des Cévennes, le chemin de Tabar et effectivement avait été terminé le chemin du Rouquet. Ce dossier avait été confié à une certaine personne qui a mandaté un électricien, voilà, et l'électricien en fait a fait un petit peu un branchement sauvage, à savoir directement se brancher sur l'électricité des candélabres. Donc là, ça fait un petit peu la panique au niveau de la CESML. Donc, branle-bas de combat, on reprend le dossier. Christian Amat reprend le dossier, je l'ai pris par la suite. Et donc, il a été effectivement constaté qu'il fallait mettre en place en fait des postes de distribution à chaque candélabre qui devait desservir des caméras. Donc, effectivement, certains endroits pouvaient permettre en fait cette mise en place de postes. Or, d'autres endroits ont nécessité la mise en place de coffrets, notamment, comme le disait M. Amat tout à l'heure, on est sur l'ancien chemin du Moulin, voilà, qui est positionné au niveau juste à la sortie en fait, des Matels. Je me suis trompé, c'est la route de Saint-Mathieu, voilà, route de Saint-Mathieu, autant pour moi. Et chemin du Rouquet, pareil, il a fallu qu'on déplace cette caméra pour la mettre sur la rue Alicante, pour pouvoir en fait être au plus proche du poste de distribution, pour pouvoir mettre en place un coffret de comptage. D'accord? Bon, pour faire très simple, sous chaque mât candélabre, il y a un petit boîtier, un coffret électrique, voilà, au moins c'est dans les normes. Suite à ça, il a fallu faire des demandes de conformité. Voilà, nous sommes une commune, donc on reprend le dossier, on n'a plus d'électricien parce qu'il a permis boutique, voilà. On se retrouve un petit peu dans le jus. Merci qui? Je dirais pas. Okay. Donc du coup, on reprend un petit peu le dossier et donc on est obligé de faire appel à des prestataires extérieurs, à savoir des organismes de contrôle qui viennent vérifier que les installations sont bien faites, conformes. Donc nous avons noté la société Socotec qui est intervenue sur les 6 points pour faire les contrôles. On a eu les rapports d'analyse, en fait, ils sont bons. Suite à cela, ces rapports-là sont transmis au consuel, à la fin d'avoir une attestation de conformité. Suite à cette attestation de conformité, on peut le rendre à la CESML qui donne son accord, comme quoi tout est bon. Suite à ça, on se rapproche de Lucia, qui est notre fournisseur d'électricité, afin de pouvoir mandater une autre entreprise qui va mettre le jus. Donc je vous explique un petit peu, voilà, une procédure assez longue avec des calendriers qui s'échelonnent. Pour faire court, donc là, le fournisseur d'électricité, Lucia, a été informé, donc va intervenir, je pense, assez rapidement. Je vais tout faire pour, afin que la société Apsis puisse mettre en service ses caméras. Voilà. Donc, je suis sur le dossier. Je l'étane afin que ce mois d'août, on puisse avoir ces caméras. Voilà, le dossier est pris, vous savez tout. Je ne peux pas aller plus loin. Parfait. C'est important, parce qu'on attend quand même cette installation depuis un certain temps, parce qu'elle est quand même votée depuis les budgets derniers, et que ça devait bien évidemment aller beaucoup plus vite. Mais bon, quand on prend un dossier, il faut le prendre par le bon morceau, quoi, le prendre par le bon côté, et sinon ça fait ça, quoi. Donc voilà, donc on reprend tout ça.
Dernier point d'information, vous avez dû observer à l'entrée ici que les compteurs avaient été protégés avec un risque imminent de danger, de mort. C'est pas très agréable, hein, mais désolé, on est obligé de l'inscrire ainsi. Les compteurs ont été pulvérisés par, j'en sais rien, une manœuvre maladroite, on n'en sait rien, on n'arrive pas à obtenir plus d'informations. On a retrouvé des bouts de trucs en miettes, et personne n'a pu être capable de nous signaler quoi que ce soit. Voilà, on n'a rien vu. Tout va bien. Merveilleux. Donc il faut le réparer, enfin, il faut plus que le réparer, hein, il faut complètement le changer. Et là, évidemment, on est dans une période où les équipes ne sont pas disponibles. Donc plutôt inquiet, hein, sur le sujet, donc on a mis en protection. On continuera de le protéger certainement davantage parce qu'à mon avis, d'ici la fête... ouais, si tu veux. De toute façon, sur ces postes de distribution aussi électriques, il faut savoir qu'on est sur de la haute tension, enfin haute tension, on est sur des tensions 400 volts, donc c'est pas nos équipes techniques qui vont le faire, hein. On est bien d'accord, c'est la CESML qui doit intervenir pour faire une coupure d'électricité et remplacer ces coffrets. Donc ça va faire encore une fois un petit billet. Donc voilà, on est dessus. Voilà, et on nous a signalé tout à l'heure un bus qui, vers le quartier, vers chez toi, vers les écoles, là, vers chez vous, là, qui aurait apparemment roulé sur le trottoir et qui aurait enfoncé une plaque de réseau d'eau, je crois, un truc comme ça. Donc là encore, des travaux sur la voirie, donc ça ne s'arrête pas. Voilà pour les informations. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'ordre du jour. Vous souhaitez une bonne fin, un bon été. Profitez bien, mettez-vous à l'abri, il va faire un peu d'orage aujourd'hui. Puis j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver tous pendant la fête des Battels. Bonne fin de journée à toutes et tous. Merci.